Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être restés avec nous. Je vous rassure, nous sommes la dernière chose qui vous sépare du lunch, mais le lunch va nous attendre. Donc, nous n'avons pas quitté avant le lunch, rassurez-vous. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de la Conférence de Montréal pour cet échange consacré à la démocratie et à la diplomatie du savoir. Je me présente, je vous dis quelques mots sur l'Université Laval, je vous présente notre invité et ensuite on se lance dans la discussion. Donc, je suis François Gélineau, vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable à l'Université Laval. Je suis également professeur de sciences politiques. J'ai d'ailleurs dirigé la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires pendant une dizaine d'années. Et pendant cette période, j'ai également participé à plus d'une vingtaine de missions d'observation électorale dans les Amériques. Donc, voilà mes credentials pour la démocratie. L'Université Laval se définit comme une université d'impact, donc une université qui ne se limite pas à produire et à transmettre des savoirs, mais qui cherche à agir concrètement sur les grands enjeux de notre temps. Cet engagement prend tout son sens dans une logique de diplomatie scientifique. À travers nos collaborations internationales, la mobilité de nos étudiants et chercheurs, ainsi que nos partenariats avec les milieux économiques et institutionnels, nous contribuons à faire circuler les connaissances, à renforcer les capacités et à bâtir des ponts durables entre les sociétés. Dans un monde marqué par l'incertitude et la fragmentation, nous croyons que les universités ont un rôle particulier à jouer, celui de créer des espaces de dialogue, de soutenir la coopération et de contribuer à des solutions à la fois ancrées dans les territoires et ouvertes sur le monde. Ça rejoint un peu le plaidoyer du premier ministre Raffarin tout à l'heure. Donc, j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Mme Clara Volinciru, secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères de Roumanie, où elle contribue à la coordination des priorités stratégiques du pays en matière de coopération internationale, de gouvernance et de promotion des valeurs démocratiques. Spécialiste reconnue de l'économie politique internationale, elle s'est particulièrement distinguée par ses travaux et ses engagements en faveur du renforcement de la démocratie et de la résilience institutionnelle, notamment à travers le German Marshall Fund et le Black Sea Trust for Regional Cooperation. À titre de professeur à la Bucharest University of Economic Studies et titulaire d'un doctorat de la London School of Economics, ses recherches ont porté sur l'Union européenne, les relations transatlantiques et les enjeux de gouvernance démocratique. Bienvenue. Bonjour. Donc, dans un contexte mondial qui est marqué par des tensions géopolitiques, on peut se le répéter, des transformations économiques profondes et une remise en question de certains fondements démocratiques, nous consacrerons les prochaines minutes à explorer les dynamiques à l'œuvre sur les plans géopolitiques et institutionnels. Nous nous intéresserons à leurs répercussions sur le monde des affaires et nous réfléchirons au rôle que peuvent jouer les universités et les réseaux de savoir dans cette nouvelle configuration. Madame Volinciru, nous observons depuis quelques années une reconfiguration importante de l'ordre international. Les équilibres géopolitiques se transforment, les tensions s'accentuent. Nous assistons à une recrudescence des conflits interétatiques qui contribuent à accroître l'incertitude à l'échelle mondiale. Dans plusieurs régions, les modèles démocratiques sont mis à l'épreuve, y compris au sein des démocraties parmi les plus anciennes et les plus solidement installées. Madame Volinciru, comment interprétez-vous cette évolution et en quoi vous semble-t-elle structurante pour les années à venir? Merci beaucoup. Je suis vraiment très honorée d'être aujourd'hui ici dans ce contexte multilatéral et multiculturel. C'est très important de garder ces valeurs dans les temps qu'on vivrait aujourd'hui. Parce que du point de vue de conflits géopolitiques, du point de vue de la fragmentation internationale, c'est notre culture commune, c'est notre valeur commune qui nous maintient ensemble. Et je crois que du point de vue de la fragilité mondiale, et je viens d'arriver de Conseil européen des affaires sur le développement il y a trois semaines, qu'on a discuté dans le cadre européen comment de positionner de nouveau l'engagement européen au plan global dans un contexte de fragilité internationale. Le thème de la fragilité internationale, c'est très important. Et c'est très important parce que ce n'est pas la cause des ressources, ce n'est pas la cause de l'argent et de l'engagement politique, c'est vraiment de comprendre les causes qui nous fait être faibles aujourd'hui. Et la fragilité, c'est en dedans notre société par la polarisation, fragmentation de notre société, mais aussi entre
nos sociétés avec la méfiance qu'on trouve même dans le climat d'affaires entre les collaborations privées et entre les États. Donc, du point de vue de la fragilité, l'Europe se positionne avec un programme très ambitieux de plus de 400 milliards d'euros dans les années prochaines, avec un engagement dans des investissements soutenables et des connexions culturelles avec le monde entier. Mais la Roumanie, de son côté, la Roumanie a une vocation très ambitieuse aussi, parce que maintenant, on est un pays francophone dans l'Europe centrale et de l'Est, avec des connexions très fortes avec des autres pays francophones, mais aussi on est un pays très fort engagé dans la culture et l'Union européenne dans les centres de décision. Et c'est pour ça qu'on prend la responsabilité d'adresser avec nos voix en dedans de l'Union européenne et en dedans des institutions internationales, de faire un voix plus fort sur la cause de solidarité, sur la cause de l'impact qu'on a dans nos actions internationales. Parce que si on ne fait pas la preuve que ce qu'on fait, ce qu'on financie et ce qu'on soutenu au niveau mondial fait vraiment un impact réel sur les citoyens du point de vue de sécurité, de prospérité, on doit vraiment faire une réévaluation de ce qu'on fait. L'impact final, c'est le plus important de naviguer sur les temps plus en plus incertains qu'on vit aujourd'hui. Et si on parle de ce contexte-là, le contexte incertain, là, donc les États se mobilisent pour appuyer les entreprises à se développer. Cette détérioration démocratique, qu'est-ce qu'elle veut dire pour les entreprises en termes concrets? Comment ça se transcrit dans la réalité, puisque nous sommes entourés de personnes d'affaires? On le voit partout, c'est une rétraction économique à cause de la méfiance. Dans la littérature de l'entrepreneuriat, parce qu'on parle du rôle de la diplomatie de savoir, dans la littérature, l'entrepreneuriat était toujours un domaine qui avait des risques et on a beaucoup de méthodes de mitiguer le risque. Mais maintenant, dans le climat international, c'est pas seulement une question de risque, c'est plutôt une question d'incertitude. Et l'incertitude, on ne peut pas calculer. On ne peut pas faire un management plan pour l'éviter. Et c'est à cause de ça, on doit retourner à des collaborations vraiment très profondes et très appuyées entre les États, entre les centres de décision et le secteur privé, l'environnement universitaire et de la société civile, pour ne faire pas seulement un dialogue de faire informer nos partenaires, mais de faire vraiment un partenariat d'implémentation, de générer les solutions ensemble. Et comme ça, on est ensemble dans l'orage des temps qu'on vive et pas seulement réactive à les décisions des autres, si c'est le secteur privé ou l'État. Et sincèrement, je crois qu'un partenariat réel sera le réponse qu'on doit livrer sur le temps d'incertitude qu'on vit maintenant. Et si on pense à cette incertitude, dans l'histoire, on a souvent associé les démocraties à la stabilité, à la prévisibilité. Moi, j'aime beaucoup, quand je donnais des cours sur la démocratie, expliquer aux étudiants que la démocratie, c'est l'institutionnalisation de l'incertitude. Donc, on ne connaît pas le résultat des processus, mais on sait comment le processus va fonctionner. Est-ce qu'on assiste à une redéfinition de ce nexus entre la démocratie et les affaires? C'est un peu ça, mais pas parce que le développement économique, la marché, c'est plus important que la démocratie. C'est pour que la sécurité va main en main maintenant avec le développement économique. La sécurité économique, c'est la sécurité de nos pays. Et la sécurité de nos chaînes d'approvisionnement, c'est plutôt une chose d'actualité qu'une chose seulement de chambre de secteur privé. Donc, superimposer
en simultanéité les engagements de sécurité et les engagements de développement économique, ça fait vraiment le processus démocratique plus lourd. Parce qu'il y a des temps que les États réactionnent aux crises qu'on fasse, les guerres, les conflits et tout ça, sans avoir le temps de faire preuve d'un processus de consultation, de transparence qui était là dans les années auparavant, quand les marchés étaient libres et les temps de paix étaient là. Donc, sur la superimposition des engagements de sécurité économique, on vit maintenant un temps plus difficile du point de vue du processus démocratique. Et c'est pour ça que je retourne à mon point premier. Les partenariats internationaux et les partenariats en dedans nos sociétés sont plus importants que toujours. Quand on parle de la technologie et de l'innovation, on doit avoir la confiance que nos partenaires sont des alliés stratégiques, des alliés qu'on peut faire la confiance, et comme ça on marche ensemble avec sécurité économique et sécurité de nos sociétés. Et donc les valeurs sont là, de la démocratie, mais aussi on doit faire plus fort les alliances sur les pays qui ont les mêmes objectifs et les mêmes valeurs dans le monde. Vous avez évoqué un peu plus tôt la notion de collaboration puis de partenariat. Hier, pour ceux qui étaient là, quand Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec, a pris la parole, il a fait un plaidoyer dans le même sens. Donc, les entreprises, les organisations travaillent avec les universités en partenariat au nom de la diplomatie scientifique, mais au nom aussi de la croissance économique. Quel rôle peuvent jouer les universités dans cette optique de développement économique, de croissance, de résilience? Oui, je serai très ambitieuse ici. Je crois que les universités n'ont pas le luxe d'être plus des laboratoires des idées. Ils doivent être vraiment des vecteurs stratégiques de ce qu'on fait et ce qu'on a mis en place du point de vue de décision au niveau de nos pays, au niveau de nos communautés. Moi, pour exemple, je suis très intéressée de développer les relations entre l'écosystème innovatif de Québec et l'écosystème innovatif de la Roumanie. C'est plus une question de multilatéralisme, c'est plus une question d'engagement direct dans les communautés d'affaires, dans les marchés locaux. Donc, les universités sont un moyen d'encourage dans les écosystèmes locaux. Elles doivent être acteurs stratégiques pour les dialogues les plus importants de nos temps. Quels sont les standards de technologie? Parce qu'on parle de la diplomatie de savoir. Quels sont les standards qu'on veut appuyer? Quels sont les objectifs climatiques qu'on veut soutenir? Comment faire le rendez-vous entre technologie de frontières et efficacité énergétique? Donc, ce sont des dialogues que les universités ont vocation de développer des solutions appliquées. Secondement, je crois que par être promoteur de solutions, il doit être prise en dehors du secteur de recherche. Il doit être prise dans le secteur privé et dans le secteur de l'État, essentiellement. État fédéral, État national, État local. Et troisièmement, et peut-être plus important que tous, c'est de faire des universités des moyens, des plateformes d'intégration des écosystèmes innovatifs au niveau mondial. C'est comme ça qu'on fait vraiment les jeunes, les startups, les capacités privées et le futur de notre secteur stratégique intégrés sur une capacité complète. Donc, les universités sont des plateformes essentielles dans les temps qu'on habite aujourd'hui, à mon avis. On va souvent illustrer, ou disons dans une notion de préjugés, les universités ou les universitaires comme œuvrant dans leur tour d'ivoire, très isolés de la réalité, de la société. Avez-vous le sentiment que les universités sont encore là ou elles sont prêtes à jouer le jeu? Là, je vous demande de revêtir votre chapeau d'universitaire. Voilà, c'est ce qu'on essaye vraiment de faire dans mon pays, dans le large gouvernemental de la Roumanie, parce que moi, je suis professeur des affaires internationales. J'ai beaucoup de collègues dans le gouvernement qui viennent de réseaux universitaires avec une carrière dans les chaînes universitaires internationales. Et je crois que faire intégrer vraiment la voix
de recherche de l'académie dans les débats internationaux, c'est faire une voix plus forte et de l'extraire, comme j'ai dit, en dehors du secteur de la recherche. Deuxièmement, je crois qu'il doit avoir un poids plus lourd dans les délibérations avec le secteur privé aussi, dans le processus de coopération. Pour exemple, la Roumanie fait partie maintenant d'un format de coopération avec la Moldavie et l'Ukraine. Il s'appelle le Triangle Odessa. Et vraiment, l'environnement universitaire fait l'encourage sur la collaboration de secteur privé, des autorités locales, de sociétés civiles entre les trois pays et avance des solutions en termes de sécurité maritime, sécurité énergétique, sécurité cybernétique. Donc, c'est comme ça qu'on fait la voix des chercheurs être relevants dans des solutions de temps courant. Et troisièmement, je crois que les universités et les universitaires devraient avoir une action plus coordonnée dans les formats unilatéraux que j'ai dit avant, qui doit être approfondie, comme la Roumanie et Québec, comme l'Union européenne et le Canada, comme des pays de le monde entier qui sont vraiment des alliés stratégiques et économiques de nous. Donc, c'est comme ça que je crois que les universités et les universitaires peuvent desservir une vocation plus large que celle d'être fournisseurs de connaissances. J'ajouterais à ça, moi, que les universités, en plus, ou les universitaires ont le privilège, dans des moments de tension géopolitique très forte, de pouvoir continuer à dialoguer. Et je pense que l'exemple a été donné dans le panel antérieur avec les équipes de recherche multidisciplinaire ou plurinationales qui, malgré les tensions géopolitiques, continuent à travailler ensemble à l'innovation. Et dans l'histoire, on l'a vu souvent, pendant les grandes guerres, les chercheurs continuent à collaborer. Donc, c'est une façon aussi de rester en contact avec toute la richesse de la science. Donc, une autre vertu de la diplomatie scientifique. Maintenant, si on prend une perspective, peut-être une dernière question sur le rôle des entreprises dans tout ça. On a parlé des universités, la valeur ajoutée des universités, leur rôle, là, je pense que vous l'avez bien indiqué. L'innovation peut difficilement se faire sans les universitaires. Elle peut, mais c'est beaucoup plus riche avec les universitaires. On peut aller un peu plus loin. Les universités proposent des laboratoires où on peut prendre des risques. Donc, une entreprise, son laboratoire, c'est le monde des affaires. Les entreprises sont là pour faire du profit. C'est difficile de prendre des risques. Le coût du risque est plus élevé. Les universitaires, on a un espace d'exploration plus grand. Donc, toute la perspective universitaire, elle est là, de la perspective des personnes d'affaires, des entreprises. Quel est leur intérêt, à votre avis, à collaborer avec les universités? C'est encore l'État qui fait des investissements phares. On a écouté plutôt le grand centre de data processing AI de Bologne. En Roumanie, on a le plus grand laser du monde à Magurele. On va faire aussi des projets. On a l'Agence européenne de cybersecurity. Ce sont des investissements phares, non seulement des pays membres, mais d'une région entière. Et avec des investissements phares qui vont au centre de recherche et aux environnements universitaires, on peut faire une infrastructure pour les centres privés qui vont faire vraiment de l'innovation et innovative écosystème. Donc, pour exemple, dans le laser de Magurele de la Roumanie, on a des investissements privés, des chercheurs privés de la Japon, des pays de l'Union européenne et tout ça, d'Israël et tout ça. Donc, comment le faire? C'est de faire vraiment des investissements stratégiques dans des infrastructures de recherche qui font une valeur ajoutée au secteur privé. C'est pas concurrer sur les choses que le secteur privé fait très bien, c'est investir dans les choses que les startups innovatives et les compagnies privées peuvent pas vraiment penser et prendre le risque dans le moyen terme et le long terme. Donc, je crois que l'effet médiateur
que la recherche financée par l'État peut promouvoir dans l'environnement d'aujourd'hui, c'est très grand. C'est une de-risking effect qu'on peut faire sur la diplomatie de saveur. Et je vois l'Union européenne appuyer vraiment sur ça avec la diplomatie scientifique. On a vraiment un plan d'action sur ça. Et j'espère que ça va être transmis dans les partenariats qu'on fait avec des agents privés et des universités de Canada en dedans des programmes de Horizon, d'Erasmus et tout ça. Pour exemple, en Roumanie, on a eu 10 000 applications sur des programmes de bourse pour jeunes étudiants dans nos centres de recherche il y a 4 ans. Et maintenant, on a 86 000 applications du monde entier. Donc, l'intérêt d'être présent dans des centres de recherche européens, c'est très grand. Et ces liens avec la nouvelle génération, l'écosystème d'innovation mondiale, c'est très important et il peut être localisé seulement dans des centres de connaissances et de recherche public-privé. C'est ce qu'on appelle centre universitaire, mais c'est plutôt un centre d'innovation qu'on doit faire créer. Ce que j'entends quand vous parlez, c'est aussi ce que je retiens de mes propres expériences en voyageant dans le monde, là où le rapprochement se fait le mieux entre l'industrie, les entreprises privées et les universités. C'est là où le gouvernement met en place des mécanismes de rapprochement, que ce soit par des crédits d'impôt ou d'autres formes, des espaces de laboratoire. Mais donc, les gouvernements ont un rôle à jouer dans ce rapprochement-là. Est-ce que je me trompe? Oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je parle de ça avec mon chapeau de secrétaire d'État et pas seulement mon chapeau de professeur. Donc, c'est très important de faire cet engagement. C'est très important de faire ce règlement, espace de régulation et réglementation. Mais au fin du jour, c'est une question de confiance. C'est une question de confiance entre l'État, le secteur privé et l'environnement universitaire, de faire un true partnership. Un grand merci. Merci à vous d'être restés. Je pense que c'est très éclairant. Je pense qu'il y a des avantages très clairs à promouvoir les valeurs démocratiques, à développer les liens entre les entreprises, les universités, avec l'aide du gouvernement. Donc, un grand merci pour ces quelques minutes et je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup.